Bonjour, dans ce tuto nous allons parler de la validation de données, nous allons parler également du format de fichier CSV, de la mise en forme de certaines données et de la visualisation à l'aide de graphiques, également appelés des diagrammes. La validation des données, ça sert tout simplement à éviter des erreurs de saisie. Par exemple, si ici dans la colonne de dépenses, au lieu d'écrire un nombre, j'écris n'importe quoi, genre du texte, vous voyez, ça fait une erreur dans les calculs que l'on a fait par la suite. C'est simplement parce qu'en fait, il est sous-entendu que dans la colonne des dépenses, on attend simplement une valeur chiffrée, on attend une valeur numérique quelque part. Donc si on tape du texte ou éventuellement autre chose, forcément, toutes les formules qui sont associées à cette cellule-là, ça ne fonctionne plus. Donc pour éviter ça, on va faire en sorte que le logiciel puisse valider les données qu'on lui met dedans ou les refuser. Ça, c'est quelque chose qui se trouve dans le ruban ici là-haut. Quand on va dans le menu qui s'appelle données, on a la possibilité de valider les données avec cette icône-là. On clique sur cette icône et on nous propose d'autoriser certaines choses. Donc si on veut rien autoriser, on peut. Et ici par exemple, nous on veut autoriser des nombres entiers. On pourrait utiliser des nombres hexadécimales, des listes, ça on verra ça un petit peu plus tard, et même une longueur de texte bien définie. Alors définissons un nombre entier. On nous propose plusieurs critères ici. Par exemple, nombre entier supérieur par exemple à 0. Voilà. Donc, maintenant dans cette cellule-là, si jamais je décide de taper autre chose, je réécris coucou, on nous met un message d'avertissement, que l'on peut d'ailleurs personnaliser, mais comme quoi on nous interdit d'écrire autre chose. Si j'écris par exemple une valeur numérique, 50, vous voyez, ça fonctionne. Si j'écris moins 10, normalement ça ne devrait pas marcher. Voilà, parce que j'ai demandé une valeur strictement supérieure à 0. Donc de cette manière-là, on peut restreindre ce que l'on décide de mettre dans une cellule bien particulière. Essayons avec une valeur avec des décimales, par exemple 20,5, c'est refusé. Donc on accepte bien des entiers et non pas autre chose. Si on veut faire un message personnalisé, allons dans la validation des données. On peut changer des messages. Alors ça c'est quand on saisit, on peut écrire attention, saisir uniquement un nombre entier positif. Voilà. Et si on fait une alerte, on peut décider soit d'arrêter tout ce qu'on est en train de faire, soit de mettre simplement un message alerte, soit simplement un message. Bon, les différences, je ne sais pas exactement. On va essayer. Voyons ce que ça donne. Donc j'ai mis des petits messages, on va regarder ce que ça donne. Si je tape un texte qui s'appelle j'aime bien. Voilà. Ouais, je me suis trompé. Voilà. Et puis d'ailleurs, vous voyez, on a une petite info qui apparaît ici qui nous dit saisir uniquement un nombre entier positif. C'est le message qu'on a tapé tout à l'heure. Donc les messages que l'on fait, on peut totalement les personnaliser pour la cellule sur laquelle on est en train de travailler. Alors pour ce qui est des messages qui sont affichés quand on se trompe dans la saisie, en fait qu'on soit dans le mode arrêté, qu'on soit dans le mode alerte, qu'on soit dans le mode message, en fait il n'y a pas de différence, c'est juste graphiquement qu'on a une petite différence. Exemple, illustration, je me mets avec le style arrêté, je tape n'importe quoi, voilà, tu t'es trompé, ok, je peux rien faire d'autre, je peux juste modifier ce que j'ai dans ma cellule après avoir fait ok, voilà, je revalide, et là ça fonctionne. Si jamais je décide que c'est le style d'alerte avec le panneau de triangle avec le point d'exclamation, ça va faire la même chose, sauf que ça va juste changer le style. Là, ça met juste le panneau, attention, c'est tout. J'ai pas de différence fondamentale, je peux pas garder quand même ce que j'ai saisi comme valeur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai mis une restriction dans les validations de données, c'est ça ou rien, et de toute façon il n'acceptera pas autre chose. On peut même faire l'essai avec le dernier style, si on met le message, ça met le i avec le panneau bleu, mais on n'a pas d'informations supplémentaires. Ah, je l'avais mis pour l'autre cellule. Hop, mettons-le pour ici, voilà. Je valide ça. Donc ça change rien, c'est juste le style d'affichage.
pour aller enlever la validation de données, si jamais on en a une qui nous casse les pieds, on va sur validation de données, ici, paramètres, aucune valeur, voilà, ok. On va aussi enlever les messages, message de saisie, on dégage ça, alerte d'erreur, on enlève les alertes, et là normalement je peux écrire n'importe quoi. Voilà. Alors je nul, un peu plus intéressant que ça, on peut appliquer ça à toute une plage entière. Par exemple ici, si je décide de faire une validation de données, la cellule doit contenir plus d'un type de validation, annuler les paramètres actuels et continue, oui on va faire ça. Alors les paramètres, on va mettre valeur nombre entier, allez, supérieur à 0, comme on avait fait tout à l'heure, voilà, je valide. Et cette fois-ci, normalement, quelle que soit la cellule dans laquelle je suis, ça refuse ou ça accepte la saisie. Voilà, ici, vous voyez, ça accepte. Si je mets un nombre à virgule, ça refuse. Donc c'est la même chose que tout à l'heure, mais quelle que soit la cellule dans laquelle je suis, cette fois-ci, dans la plage de cellules que j'ai sélectionnée, il y a une validation de données. Alors encore un peu plus intéressant, on peut faire une validation de données avec une liste qu'on aurait prédéfinie. Par exemple, si ici je tape une liste 10, 20, que je sélectionne ces deux valeurs-là, que je tire jusqu'à 130 par exemple, voilà. Donc ici j'ai une liste prédéfinie, je ne veux que ces valeurs-là et rien d'autre. À l'intérieur de cette plage de données-là, je peux décider de faire une validation de données qui correspond à une liste. Et cette liste, elle est ici. Et je valide. Alors on remarquera aussi au passage que cette fois-ci, à côté de la cellule, ça nous a mis une petite flèche qui nous permet de choisir la valeur que l'on souhaite dans la liste. Donc on peut choisir directement si on a envie, 60, voilà, c'est tout à fait possible. Et si jamais l'envie nous prend de taper autre chose, 50,5, de toute façon c'est refusé, puisque ça ne correspond absolument pas à la liste. Et tout à l'heure j'avais décidé que ce serait des entiers, là je tape un entier, 55, c'est refusé parce que ça n'est pas dans cette liste là. Par contre je peux le taper à la main, 50, ça fonctionnera puisque ça appartient à cette liste là. Donc ça ne prend que les valeurs qui sont dans la liste que j'ai prédéfinie. Alors pour la liste, comme elle est visible ici, c'est pas forcément super chouette. On peut très bien mettre la liste dans une autre feuille. Alors on peut faire disparaître cette colonne là. On va aller la supprimer, voilà. Alors une petite chose qui est curieuse, c'est qu'il nous laisse quand même la petite flèche à côté pour nous dire qu'on peut accepter quand même certaines valeurs, mais comme il n'y a plus rien dans la liste, ben, il ne propose plus rien. Bon, allons reconstruire cette liste là dans une autre feuille. Je vais supprimer tout ce que j'ai dedans. Je vais reconstruire, tiens, une liste qui va de 55 à 70. On va tirer ça. Voilà, on va aller jusqu'à 50. La liste que je veux, elle est ici. Je retourne à cet endroit-là, je fais ma validation de données, je vais autoriser une liste. Alors, il met qu'il ne trouve plus la référence, c'est normal puisque j'ai supprimé. Allons chercher. Je vais la chercher dans cette feuille-là. Ici, il met bien qu'il la cherche dans la feuille 1, dans les cellules qui vont de la cellule G3 à la cellule G12. C'est bien mon cas. Je valide, on est OK. Je valide ceci, on est OK. Et voilà. Et donc maintenant, j'ai une proposition. Donc j'ai bien les valeurs qui vont de 55. Si je choisis 10, si je choisis 55, normalement il va me refuser parce que j'accepte jusqu'à 50. Voilà, refuser. Si je mets 45, c'est OK. Si je mets 25, c'est OK. Si je mets 15, c'est OK. Si je mets moins 10, il refuse, c'est pas dans la liste. Si je mets 5, c'est OK. Si je mets beaucoup, c'est pas OK. Voilà. Donc voilà, l'avantage là, c'est que la liste elle est cachée. D'ailleurs, même au passage, si on veut, pour qu'on ne puisse pas les farfouiller dans les listes, cet onglet là, on fait un clic droit dessus, on peut le masquer. Si ça nous chante. D'ailleurs, pour aller réafficher un onglet qui est masqué, c'est pas tellement compliqué. On va ici, on raffiche la feuille et c'est réglé. D'ailleurs, si on change les valeurs numériques ici par n'importe quoi, voilà, j'ai mis n'importe quoi dedans. Hein. Je vais aller voir dans ma liste ici. Il va accepter dans la liste ce que j'ai mis. Voilà, donc là j'ai des valeurs
en texte qui se balade avec des valeurs numériques, c'est complètement idiot, mais en tout cas, si je mets ça, il va accepter. Bon, après, le reste de mes formules, forcément, ça ne marche plus, puisqu'il va chercher à faire des calculs avec une lettre qui s'appelle D. Bon courage. Mais en tout cas, la valeur, il l'a acceptée, puisqu'elle est dans la liste que j'ai prédéfinie. Donc en fait, dans mes listes, je peux mettre n'importe quoi, tout ce que je veux. Par contre, à vous d'être logique. Voilà, si vous mélangez des nombres et puis des valeurs en texte, c'est pas la meilleure des idées. Allez, on va changer ça vite fait. On va remettre les 5, 10 qu'on avait. C'est quand même un petit peu plus propre. Donc au niveau de mes valeurs ici, cette fois-ci, c'est bon, ça fonctionne. Donc voilà, c'est ce qu'il y a à savoir de manière essentielle pour la validation de données. Donc vous pouvez, on va dire, bloquer ou autoriser des valeurs dans certaines cellules ou certaines plages de cellules. Donc, très pratique quand on veut éviter les erreurs de saisie. Allez, maintenant on passe à autre chose, c'est le format fichier CSV. Alors CSV, qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Je vais zoomer un petit peu plus là-dedans. CSV, ça signifie comma separated values, avec un C majuscule dedans, quand même mieux. Donc des valeurs séparées par des virgules. Exemple. Faire ceci. Coucou. Je suis monsieur Techno. Vers la ligne. Je, virgule, fais, virgule, des tutos vidéo. Voilà. Donc là en fait j'ai mis plein de mots que j'ai séparés par des virgules. Ok. Allez, je vais aller enregistrer ceci sous un dossier. Voilà, je vais l'appeler test.csv. Voilà, j'enregistre ça. Et maintenant, dans OnlyOffice, je vais aller ouvrir ce fichier qui s'appelle test.csv. Il est là. On va l'ouvrir. Et on va avoir une fenêtre qui nous dit, bon, alors quel est le codage des caractères que tu prends? UTF-8 en général, c'est quasiment toujours ça. Et quel est le délimiteur de tes données? Ici, moi j'ai tout séparé avec des virgules. Donc ça va mettre dans chacune des colonnes coucou, virgule, donc une nouvelle colonne, je, virgule, une nouvelle colonne, suis monsieur Techno. Donc en fait, ce qui me sépare les différentes colonnes, ce sont les virgules que j'ai tapées dans mon texte. Si je fais OK, je retrouve le texte que j'ai tapé tout à l'heure, qui sont dans vraiment des colonnes séparées et dans des cellules séparées. On va refermer ce fichier-là. Et je vais aller changer quelque chose là-dedans. Je vais mettre un autre séparateur. Plutôt que de mettre une virgule toute simple, je vais choisir un autre séparateur. Je vais changer toutes les virgules que j'ai mis là-dedans par des 2 points. Donc on va aller dans édition ici. On va faire remplacer. Je vais remplacer toutes les virgules par un autre caractère, c'est 2 points. Je remplace tout. Donc dans mon document maintenant, toutes les virgules que j'avais sont passées avec des 2 points. Donc mon séparateur, ce sera désormais les 2 points. J'enregistre ceci. Je retourne ici pour ouvrir mon fichier qui s'appelle test.csv. Et il a trouvé tout seul qu'en fait le délimiteur c'était les 2 points. Donc vous voyez, il nous propose déjà directement de refaire des colonnes avec les 2 points qui séparent les différentes valeurs. Mais si jamais je lui déclare que c'est des virgules qui étaient le délimiteur, regardez ce que ça va donner. En fait, il ne trouve pas le délimiteur, puisqu'il cherche des virgules et il n'y en a pas. Donc il me flanque tout dans la même cellule. Donc évidemment, ça c'est pas la bonne manière de faire. J'enregistre pas ça. Si je vais rouvrir mon fichier CSV, je vais faire attention cette fois-ci à lui dire que le délimiteur, je vérifie bien là-dedans, le délimiteur ce sont les 2 points. Alors on pourrait choisir encore d'autres choses, le point virgule, une tabulation, un espace ou encore d'autres caractères. Donc tout dépend comment le fichier CSV a été constitué et quel est le délimiteur des différentes données qui vont faire que ça va passer à la ligne, enfin à la colonne suivante. Pardon. Donc cette notion de délimiteur que l'on a écrit dans le fichier CSV, c'est quelque chose d'important. Enfin, pourquoi est-ce qu'on utilise le format CSV assez régulièrement pour échanger des données? Je dirais que, en clair, le format CSV, c'est un petit peu comme le format TXT, le format texte, quand on parle de texte. Quand vous faites un fichier texte tout simple, par exemple avec le bloc-notes comme on l'a sous les yeux ici, il n'y a aucune mise en forme, il y a juste du texte brut, c'est tout. Et le fichier CSV, c'est à peu près la même idée.
On va avoir simplement des données brutes qui sont séparées par un caractère spécial, deux points, virgule, le fameux séparateur, et rien d'autre. C'est-à-dire il n'y a strictement aucune mise en forme, il n'y a que des données brutes dans le fichier. Donc pour pouvoir échanger assez facilement des fichiers les uns avec les autres, entre différentes personnes ou à télécharger sur internet, en fait assez souvent c'est le fichier CSV qui sera utilisé, parce que celui-ci en fait pourra s'ouvrir avec n'importe quelle suite bureautique que vous aurez. Quand vous avez par exemple Microsoft Office, le format de Microsoft Office de préférence c'est le XLSX quand il s'agit de données dans un tableur. C'est pas toujours compatible avec des autres suites bureautiques. Donc pour pouvoir échanger facilement des données, on va utiliser le fichier CSV. Voilà, c'est simplement pour faciliter l'échange des données. On n'a que des données brutes et rien d'autre à l'intérieur. On va refermer ceci, on va refermer ce fichier là et je vais aller ouvrir un autre fichier CSV que j'avais déjà téléchargé. Il me propose, il a trouvé un délimitateur, cette fois-ci il a trouvé que c'était un point virgule. Voilà. Et ce sont des données qui correspondent au nombre de personnes qui vivent en France selon les années. Donc par exemple ça commence en 1982, dans lesquelles on a environ 55 millions de personnes, et puis au fur et à mesure des années, quand on remonte vers le haut ici, en 2025 on voit à peu près 68 millions de personnes. Alors les hashtags que vous voyez affichés ici, c'est simplement qu'il n'arrive pas à afficher tout ce qu'il y a dans la cellule. Si on veut l'afficher, on agrandit la cellule et cette fois-ci c'est OK. Alors quelque chose qui n'est pas vraiment très pratique ici, c'est que si je m'intéresse à cette plage de cellules qui contient les millions de personnes qui habitent en France selon les années, j'ai pas la séparation des milliers et des millions. Donc, en France, on a l'habitude de séparer les milliers, les millions, les milliards avec un petit espace tous les 3 chiffres. Et ce serait pas mal qu'on puisse avoir ça. Donc pour réussir à l'avoir, clic droit, format de nombre, on va aller chercher des autres formats. On va aller chercher le format numérique et ici il va nous proposer le séparateur de milliers et ça rend les choses un petit peu plus simples. Je vais enlever les deux dernières décimales parce qu'elles ne m'apprennent rien du tout. Voilà, donc c'est un tout petit peu plus propre dans la façon de présenter. J'ai 68 605 616 habitants officiellement en 2025 en France. Alors ce qui va m'intéresser avec ce tableau et ces données que j'ai ici, c'est de faire un affichage conditionnel selon les valeurs que je vais avoir dans le tableau. Par exemple, si je veux que les données qui sont supérieures à 60 millions s'affichent en rouge et celles qui sont inférieures à 60 millions s'affichent en vert, je peux décider de créer un critère qui va appliquer ceci, par exemple à une plage de cellules. Donc je prends cette plage de cellules là, voilà, qui contient des valeurs qui vont entre 55 millions et 68 millions, un clic droit, mise en forme conditionnelle. Si la valeur est supérieure à 60 millions, dans ce cas-là, je vais aller faire un remplissage de cellules qui est en rouge. Je valide. Donc toutes les cellules dans lesquelles j'ai une valeur qui est supérieure à 60 millions, ça s'affiche en rouge. Et si jamais je veux rajouter une condition, si ma valeur est inférieure ou égale, puisque tout à l'heure j'avais mis supérieure, je vais mettre 60 millions. Dans ce cas-là, si la valeur est inférieure ou égale à 60 millions, je vais mettre un fond couleur qui est en vert. Donc je peux décider d'affecter en fait une couleur à une cellule selon certaines conditions. Alors on a le choix entre plein de conditions possibles. Donc la valeur, le dernier mot par exemple, la moyenne de la cellule, le texte qui est dans la cellule. Si le texte est exactement telle chose, alors je peux mettre telle couleur. On peut faire avec des dates. Bref, on a plusieurs conditions possibles. Par exemple pour les valeurs texte, si le texte contient une certaine chaîne caractères, par exemple, on commence par une certaine chaîne de caractères. Donc, tout est possible, c'est très très souple. On peut agir sur plein de petites choses de mise en forme. Moi j'ai agi simplement sur le fond de couleur de la cellule, mais je peux agir sur la couleur du texte, je peux agir sur le fait que ce soit en gras, en italique, en souligné. Je peux aussi rajouter des bordures si je le souhaite ou pas. Bref, je peux agir sur pas mal de petits paramètres afin de définir exactement le format d'affichage que je veux avoir en respectant certaines conditions ou d'autres.
il y a autre chose que je peux faire, c'est faire un dégradé de couleur selon des valeurs numériques. Comme je peux avoir ici. Si je fais clic droit, mise en forme conditionnelle, on a une échelle à 2 couleurs par exemple. Au minimum, par exemple, on peut mettre en rouge. Au maximum, on peut mettre en vert foncé. Ça nous donne une échelle de couleurs. Et au minimum, vous voyez 1982, bah, c'était en rouge. Et au maximum 2025, c'est en vert. Alors je peux changer encore d'autres paramètres là-dedans. Alors mise en forme conditionnelle. La valeur échelle à 2 couleurs. Il nous propose échelle à 3 couleurs si on le souhaite, avec une valeur intermédiaire. Par exemple, au minimum, je suis en rouge. Au maximum, je suis en vert foncé. Et puis, en plein milieu, je vais définir une couleur, tiens, n'importe quoi, marron. Non, ça n'est pas très visible ça, du bleu. Voilà. Donc ça nous donne des couleurs qui passent par 3 points bien définis en fait dans les couleurs. Donc on peut faire des échelles de valeur un petit peu comme on a envie. Alors pour la fin de ce tuto, je vais aborder les diagrammes qu'on appelle également des graphiques. Sachant qu'il y a énormément de choses à savoir sur les diagrammes et qu'il faudra vraiment beaucoup fouiller dans tous les paramètres pour pouvoir obtenir les diagrammes que vous souhaitez. Moi je vais montrer les bases, en particulier 3 types de diagrammes qui sont couramment utilisés. Les diagrammes en colonne qui sont souvent utilisés pour comparer des valeurs, les diagrammes en secteur pour montrer par exemple des proportions, et puis des diagrammes en courbe qui sont intéressants pour visualiser des évolutions. Alors par exemple dans ce tableau-ci, j'ai des données mensuelles des précipitations qu'il y a eu à Paris en 2024. Donc c'est le volume de pluie qui est tombé, en fait la hauteur de pluie qui est donnée en millimètres. Je souhaite intégrer un graphique en colonne dans ma page. Donc je me mets quelque part dans une cellule. Je vais dans le menu insertion qui est ici là-haut. Je vais chercher des graphiques. Je prends le graphique en colonne. Après vous avez plein de dérivations possibles du type de colonne. Je prends le premier juste pour l'exemple. Donc pour l'instant j'ai un graphique qui est complètement vide. Mais à droite ici on a remarqué que le menu contextuel s'est ouvert et qui nous permet de faire plusieurs petites choses, en particulier sélectionner des données. Alors on cherche tout d'abord à connaître la plage de données du graphique. Les données c'est là où j'ai les données chiffrées, donc les millimètres qui correspondent à mes précipitations. Je clique sur cette icône là qui me permet de sélectionner les données. Je prends cette plage de données là, je valide. Ensuite, l'entrée de légende. Donc la série sur laquelle je suis en train de travailler, c'est les précipitations qui sont en millimètres. Donc je vais aller modifier cette série là pour aller choisir la valeur qui correspond. Ce sont les précipitations en millimètres. Donc on remarquera au passage que ça a changé la légende du graphique ici en bas. Troisième chose dont je vais avoir besoin, c'est les étiquettes de l'axe horizontal. Pour l'instant, il a juste numéroté 1, 2, 3, 4, etc. etc. C'est ce que je retrouve ici en bas. Moi, je voudrais que ce soit les mois qui soient représentés. Donc, je vais cliquer sur modifier à cet endroit-là. Je vais choisir ma plage de données, enfin ma plage d'étiquettes plus précisément, qui sont les mois qui sont affichés ici. Je valide. Je fais OK. Donc, il a mis 3 zones de 3 couleurs différentes ici. En bleu, les données qui seront réellement traduites en graphique dans notre graphique justement. En rouge, ce qui va servir à être mis en légende, c'est-à-dire le nom de la série de ce qui est en bleu. Et puis en violet, les étiquettes qui vont être affichées pour chacun des éléments de la série. Donc on voit qu'on a les éléments corrects qui sont affichés ici. Donc les étiquettes janvier, février, mars, avril, les mois. L'entrée de légende, c'est les précipitations. Et la plage de données des graphiques, qui est donc celle-ci. Donc feuille A, c'est ça, qui va de la cellule A1 jusqu'à la cellule B13. Cellule A1 jusqu'à la cellule B13. Donc ça, c'est les données de mon graphique. Voilà, donc on obtient un graphique tout simple, que l'on peut au passage redimensionner, que l'on peut déplacer, que l'on peut supprimer avec la touche Supre du clavier, illustration. Voilà, j'annule CTRL Z. Et on peut le personnaliser un petit peu plus, par exemple le titre du graphique ici. Je peux très bien appeler ça
précipitation à Paris en 2024. Alors je pourrais également mettre une étiquette, une légende sur cet axe vertical qui est ici. Pour faire ceci, clic droit dans le graphique, paramètres du graphique avancé. Je m'intéresse à l'axe vertical qui est ici. Voilà. Et dans cet axe vertical, je vais lui donner une étiquette qui sera inclinée, c'est-à-dire qu'elle sera alignée verticalement. Je fais OK. Pour l'instant, il m'écrit juste axe Y. Eh bien, je vais changer ceci. Je vais mettre que ce sont les précipitations. Et puis, je vais indiquer que ce sont des millimètres. Voilà. Donc, de cette manière-là, je peux obtenir un graphique, on va dire, de manière assez facile. Après, il existe plein d'options possibles pour pouvoir changer énormément de choses sur votre graphique. Alors plutôt que de faire une très longue démonstration de toutes les possibilités, ce que je vous invite à faire, c'est essayer au maximum par vous-même. Voilà, ça c'était pour la partie qui concernait les graphiques en colonne. Donc ce graphique en colonne, il a un intérêt, c'est qu'il permet de comparer très rapidement les valeurs qu'on peut avoir. On peut très vite trouver un minimum et un maximum. Par exemple, en un seul coup d'œil, on voit que le minimum des précipitations, ça a été au mois de juin, et que le maximum, ça a été au mois d'octobre. Deuxième type de graphique qu'on va étudier sont les graphiques en secteur, donc qui seront assez intéressants pour pouvoir visualiser correctement des proportions. Alors ici dans cette série de données, j'ai les pourcentages de personnes vivant seules pendant l'année 2022 donnés par tranche d'âge, donc 15 à 19 ans, 20 à 24 ans, 25 à 39, etc. jusqu'à 80 ans ou plus. Donc je voudrais visualiser ces données-là avec un diagramme en secteur. Donc même chose que tout à l'heure, je me place dans une cellule, je vais dans insertion, je cherche graphique, graphique en secteur, j'obtiens un graphique totalement vide, je vais aller sélectionner les données de ma feuille, donc les données que je vais représenter ce sont les pourcentages que j'ai là, je valide, mon entrée de légende que je modifie, je vais aller la chercher ici. Voilà, je valide. Et puis, je vais aller modifier mes étiquettes à cet endroit-là. Mes étiquettes sont donc les tranches d'âge que j'ai ici. Je valide. Ça a changé donc la légende en bas. Et il n'y a plus qu'à valider. Le titre du graphique, on peut le changer également. Allez, si tu veux. Personne seule en 2022. Donc comme tout à l'heure, je peux agrandir. Voilà. Et puis à l'intérieur du graphique, je peux changer certaines petites choses. C'est-à-dire que je peux mettre des étiquettes de données. Voilà, les valeurs en pourcentage que j'ai à l'intérieur de chaque secteur. Alors, je peux faire autre chose que le mettre à l'intérieur de chaque secteur. Je peux le mettre à l'extérieur en haut, ou à l'intérieur en haut, pardon. Voilà. Donc, je peux changer l'emplacement en fait des différentes valeurs en pourcentage que je peux avoir. Alors, histoire de personnaliser un petit peu, par exemple, si on veut changer la couleur d'une série, alors, par exemple celle-ci, là, ce secteur-là, qui est en orange, orange qui tire vers le rouge, on va dans le menu contextuel qui est ici, et puis on peut changer, par exemple, pour une autre couleur. Alors, si on veut changer d'autres caractéristiques, par exemple, comme les polices de caractère des étiquettes, les couleurs, les tailles, en fait, il faut non plus être dans le menu insertion ici, mais il faut être dans le menu accueil. Et puis à partir de là, en fait, on a accès donc aux caractéristiques habituelles du texte, sur lesquelles je peux changer un petit peu ce que j'ai envie. Voilà. Changer la police si ça me chante. Tiens, la blague, voilà. Donc on peut changer et personnaliser un petit peu son diagramme. C'est pareil avec la légende qui est ici. Voilà. Je peux très bien mettre un peu plus grand, en 12. Changer
la couleur de la police, mettre tout en noir, mettre en gras. Voilà, je peux personnaliser. La même chose ici. Vous aurez compris, voilà. De cette manière-là, on peut changer et personnaliser des éléments de notre diagramme. Voilà, donc le diagramme en secteur, pratique pour pouvoir représenter très rapidement des proportions afin de pouvoir comparer ce qui prend beaucoup de place, on va dire. Par exemple, ici, les personnes âgées de 80 ans ou plus, 55% de ces personnes âgées vivent seules en fait. C'est ça que ça veut dire dans ce diagramme-là. Enfin, pour le dernier type de diagramme, donc j'ai représenté un diagramme en courbe. Je reprends le tableau dans lequel on avait la population de la France par année. Et donc on est parti pour aller faire un diagramme en courbe. Donc graphique ici en courbe, c'est cette option là. Il est vide comme d'habitude au départ. On va sélectionner des données. Les éléments que je veux voir affichés, ce sont les millions d'habitants qui sont donnés ici. Validons, on est OK. Les entrées de légende, ici tout en haut, mon entrée de légende, c'est ceci, la population au 1er janvier de chacune des années. Voilà, je valide. Et puis mes étiquettes de données, ici, c'est donc une plage de données qui représente les années qui sont là-dedans. Voilà. Je valide. Je valide. Donc, je retrouve mes codes couleurs que j'avais précédemment. En bleu, les séries de données qui sont traduites en véritable graphique. En rouge, ici, ce que je vais retrouver dans ma légende ici en bas. Et puis en violet, mes étiquettes qui seront mises sur chacun des axes. Alors pour l'instant, cette mise en forme du graphique est très bizarre. Parce que quand on le regarde, on a l'impression que la population décroît. Or, si on regarde bien, en fait, les années sont affichées en ordre inverse. Alors, comment aller modifier ça? Eh bien, on va dans les paramètres avancés ici, ou bien faire un clic droit sur le graphique, c'est pareil. Paramètres avancés, on regarde ce qui se passe au niveau de l'axe horizontal. Donc, il y a beaucoup d'options qui sont proposées, mais on nous dit une chose, on peut mettre les valeurs en ordre inverse. Donc, si on valide ceci, on fait OK. Et cette fois-ci, les valeurs sont allées dans l'autre ordre. Problème, les années ont disparu ici en bas. Pour aller les afficher, clic droit, paramètres du graphique avancé. On est toujours sur l'axe horizontal. Et puis au lieu de faire un intervalle auto entre les étiquettes, on va faire un intervalle manuel, par exemple tous les 2 ans. Et les années sont revenues. Alors une autre chose qui est un petit peu curieuse, c'est qu'ici j'ai les valeurs numériques donc de la population, 1 million d'habitants qui est affiché sur la droite. Ça c'est un petit peu curieux. Si je veux l'afficher sur la gauche, un clic droit ici, on va chercher les paramètres avancés au niveau de l'axe horizontal. On fait un croisement de l'axe. Alors si on le laisse à la valeur minimale, on aura l'impression qu'il va venir ici avec 1983. Or c'est bizarre, il est resté à droite. On refait l'opération. Et on va mettre valeur maximale, c'est-à-dire ici. Voilà, et là il passe à gauche. Alors en fait je pense qu'il considère qu'à l'origine la valeur maximale qui correspondait à 2025 était ici à gauche et que la valeur minimale qui correspondait à 1982 ou 1983 était ici à droite. Donc je pense qu'il a considéré que la valeur maximale en fait elle était à gauche. Donc, en réalité elle est à droite. Autre chose que l'on peut faire, on peut s'abstraire de l'affichage de tous ces zéros qui est ici. Clic droit, paramètres. Donc c'est sur l'axe vertical cette fois-ci qu'on est. Dans l'unité d'affichage qui est ici, on peut choisir d'afficher ceci en millions. Voilà, 80 millions. On peut rajouter également une étiquette de légende. Toujours clic droit, ici. Donc dans l'axe vertical, mettre un titre qui sera donc incliné. Je valide. Pour l'instant il est écrit axe Y. Mais je vais mettre 1 million d'habitants. Voilà. Donc pour tout le reste, c'est comme j'ai déjà montré précédemment dans les autres exemples qui concernaient soit le diagramme en colonne, soit le diagramme en secteur. Donc on peut le personnaliser exactement de la même manière. Voilà, il y aurait encore beaucoup d'options à explorer concernant les diagrammes, parce que là on a fait vraiment que de toucher du doigt le début du travail que l'on peut faire avec ce genre d'outils. On peut aller beaucoup plus loin, mais ça demande énormément de temps, ça demande de
de farfouiller dans beaucoup de menus, de faire beaucoup d'essais. Donc la meilleure option possible, plutôt que de tout montrer, ce qui serait très très long, c'est que vous fassiez vos essais par vous-même selon ce que vous souhaitez afficher. Voilà, c'est la fin de ce tuto et je vous remercie de m'avoir suivi. A bientôt pour d'autres choses.